Bienvenue dans ce 7e épisode de Journal d'un coach, de coach, de coach. Je m'appelle Jérémy Coleman, je suis le CEO de Coleman Publishing, une entreprise de coaching, de formation et d'accompagnement qui aide les pros de l'accompagnement à développer leur activité avec des systèmes aussi simples que possible. On est surtout connu pour le One Place Funnel qui accompagne les débutants à faire leurs premiers 100K par an avec leur activité et l'entreprise automatisée du Mastermind Fast and Slow pour ceux qui iront jusqu'à 500K et plus au sein de ce groupe d'entrepreneurs. Les bas de plafond nous appellent coach de coach de coach, mais au moins je suis le coach de coach de coach préféré des Français. En attendant, je suis juste une école, mais en mieux, puisque notre but est de vous pousser à croire en vous et oser voir plus grand quand la société entière vous dit le contraire. Avec nous, pas de Lamborghini orange, mais assez de fuck you money ordinaire pour aller au repas de Noël en Uber, même quand c'est à 170 km parce que les trains sont encore en grève. On veut rendre votre vie plus simple grâce à votre business. Après 15 ans d'entrepreneuriat et des milliers de grosses conneries, j'ai eu 2-3 idées au milieu qui peuvent sûrement vous aider. Cet épisode, c'est moi tout seul qui vous raconte des trucs sans aucune préparation, si ce n'est cette intro qui est effectivement scriptée. Je suis papa, je suis marié, je vis en France et vous verrez que beaucoup de choses tournent autour de ça finalement dans ma pratique du business. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on commence? Dans ce podcast, je vide ma tête, je vous partage mes compréhensions et ce qui m'intéresse dans la vie. Vous pourrez aussi apprendre 2-3 trucs sur le business et surtout, je fais absolument aucun montage compliqué, sinon ce serait pas rigolo. En juillet, on a battu un nouveau record sur 30 jours roulants avec 298 092,26 € encaissés. On parle bien d'encaisser, c'est pas du facturé, c'est pas du pipe, c'est pas du peut-être, c'est de l'argent qui est arrivé sur notre compte. Et dans ce format, je vous révèle tout ce qui s'est passé dans ma tête pendant ces 30 à 60 derniers jours pour en arriver là. Maintenant, je vais vous poser, parce que ce sera quand même vachement plus simple de discuter ensemble de cette façon-là, et comme toujours, avant de démarrer la première section, jingle, parce qu'on va pas mettre un jingle, ce serait chiant. La première partie de ce podcast, c'est toujours les idées reçues. On va enchaîner des idées reçues, on va les dégommer, on va regarder un petit peu ce qu'il y a derrière. La première, c'est il y a des bons et des mauvais programmes. En fait, la réalité derrière ça, c'est non, il y a surtout des bons et des mauvais élèves. Un bon élève va prendre un programme moyen, être le meilleur, être reconnu par le coach, être mis en avant dans les témoignages et gagner x1000 en visibilité parce qu'il a compris à quel jeu on joue vraiment et comment s'en servir. Le but d'un programme, d'un mastermind, d'un cours en ligne, c'est de devenir l'élève modèle numéro 1, d'avoir des résultats géniaux, de témoigner et ainsi de profiter de l'exposition du mentor pour gagner une marche de plus sur l'escalier. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? C'est que les personnes qui maximisent un programme, un accompagnement ou ce que vous voulez, qui ont des résultats plus vite que les autres, qui sont mis en avant par le programme, le mentor, etc. En général, ils bénéficient d'un effet d'exposition, ils ont beaucoup plus de résultats que les autres, beaucoup plus vite et ça se passe beaucoup mieux pour eux. Est-ce que vous avez déjà posé la question? Et à côté de ça, il y a des gens qui disent ouais, c'est nul, ça marche pas. C'est nul, ça marche pas content. Et je caricature, je fais exprès. Je fais exprès de jouer la caricature à l'extrême pour illustrer le propos. Mais en vrai, moi, cette technique, je l'ai appliquée toute ma vie dans tous les programmes que j'ai fait, dans tous les masterminds que j'ai rejoints, etc. J'essaye d'être systématiquement le meilleur élève, le meilleur ambassadeur, la personne qu'on a envie de mettre le plus en avant, et donc je profite de l'effet de réseau de là où je suis arrivé. Et nous, nos clients, ils font exactement la même chose, et vous pourriez faire la même chose aussi. Donc en fait, la question, c'est pas ce qu'il y a un bon ou un mauvais programme, c'est qu'est-ce que vous venez y chercher. Et vous venez y chercher une marche supérieure dans l'escalier du business, dans l'escalier de votre activité. Et dans ce cas-là, le moyen le plus simple de monter d'une marche, c'est que la personne qui a créé le programme vous fasse la courte échelle. C'est pour ça qu'on réfléchit ça comme ça. Idée reçue suivante, le client qui vient dire qu'un truc marche pas veut juste une solution. Non. Souvent, il veut que tu prennes la responsabilité pour lui. Il a fait 50% de l'action, ça n'a pas marché, il veut te dire que ta méthode ne marche pas. Si on vous donne une méthode dans un certain ordre, avec certaines actions, c'est parce qu'en fait, il faut faire 100% pour avoir 100% de résultats. Si vous faites 70%, vous aurez 0 de résultats, et c'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est difficile à accepter ça. Si vous faites 70 ou 80% des actions demandées, vous aurez 0% de résultats. Pour avoir 100% des actions, 100% des résultats, il faut faire 100% des actions. Ce n'est pas possible autrement. Est-ce que vous vous en rendez compte? Et en fait, la personne qui a créé ces actions dans cet ordre-là, elle a probablement mis 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour en arriver là. Et vous arrivez et vous dites je vais faire que 70%, je sais mieux qu'elle. Mais pourquoi tu l'as payé dans ce cas-là? Si vous payez pour qu'on vous dise quoi faire, faites-le à la lettre jusqu'à comprendre pourquoi ça marche comme ça, puis vous adapterez à vous. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Autre idée reçue, les gens disent la vérité. Non. Non, pas du tout. Je vais vous lire ce que j'ai écrit. Les gens parlent par exemple de leurs chiffres publiquement en vendus, non contractés, non encaissés. Donc c'est du bullshit. Si je parle de 100K vendus, peut-être que je ne vais contracter, signer que 60. Peut-être qu'il y aura des plans de paiement, donc en fait j'ai encaissé 20. Et c'est mentir, mais c'est encore plus grave pour le pilotage de ton entreprise. Parce que tu vas dépenser comme si tu faisais 100K alors qu'en fait t'en fais 20. C'est pour ça que je parle jamais que du chiffre d'affaires encaissé, moi, et de rien d'autre. Je connais même pas le vendu de notre entreprise. J'ai vu encore récemment des gens qui annonçaient faire des 300, 400, 500. Et en fait,
c'est en vendu. Sauf qu'ils vendent des trucs à 50-100K qu'ils encaissent sur 4 ans. Donc je vous laisse imaginer déjà le taux d'échec de paiement, la gueule de la mensualité, combien de clients il faut, etc. Donc en fait, la personne qui vous dit qu'elle a vendu 250, enfin elle vous dit qu'elle a fait 250, elle vous dit pas que c'est vendu, elle a fait 250. En réalité, probablement qu'elle a encaissé 20, et encore c'est du TTC. Vous voyez où je veux en venir? En fait, le problème c'est qu'on est sur un marché de menteurs où on se compare tous... Ce truc m'énerve, on va l'enlever. On est sur un marché de menteurs où tout le monde raconte n'importe quoi, et le problème, c'est qu'on se compare aux faux chiffres des autres. Faites toujours attention, il y a le pipe potentiel, il y a le vendu contracté, il y a le vendu non contracté, et il y a l'encaissé. Et ensuite, dans l'encaissé, il y a le TTC, il y a le hors taxe, etc. Et derrière encore, il y a le profit. C'est facile de faire de très gros chiffres d'affaires, mais pas de profit. Donc faites attention à tout ça, c'est hyper important. Les gens mentent, des fois par malveillance, des fois pas, mais dans tous les cas, ils mentent. Ne vous comparez pas à des chiffres qui ne sont pas vrais. Idée reçue suivante. Si j'avais une agence pour tout faire pour moi, ce serait plus simple. Pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Les bonnes agences sont trop chères pour vous. Même une bonne agence sera moins bonne que vous la plupart du temps. Et les mauvaises sont sûrement trop chères pour vous, mais en plus de ça, vont couler votre boîte. En fait, le marché des agences marche très mal avec les infopreneurs coach formateurs. Parce qu'on a une démarche héroïste qui est complexe pour eux. Et que de toute façon, pour scaler leur agence, ils vont être obligés de mettre des juniors sur votre dossier qui vont être de moins en moins bons. Si vous comprenez ça, vous comprenez que le modèle économique ne tient pas. La réalité, c'est que vous voulez quasiment pas d'agence, sauf pour vous apprendre à faire des trucs, pour former vos gars. Parce qu'en fait, les agences sont merveilleuses pour certains types de clients, et ce type de clients, 99% du temps, c'est pas nous. Donc il faut prendre les agences pour ce qu'elles sont, très 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 pointues dans plein de domaines, et ils peuvent former vos gars en interne, ou alors se mettre en concurrence avec vos gars en interne. Mais en fait, dans tous les cas, si vous n'arrivez pas à faire marcher votre business model, il n'y a aucune agence sur Terre qui va réussir à le faire à votre place. Les agences ne sont pas là pour vous sauver. De même qu'un mastermind, un coach, un mentor, un programme n'est pas là pour vous sauver. Et c'est pas parce que vous dépensez beaucoup que ça va changer quoi que ce soit. Si vous attendez d'une personne que vous avez payé cher qu'elle vous sauve, vous serez forcément déçu. Quand on paye cher une agence, un coach, un mentor, un programme, un mastermind, c'est pour prendre le raccourci et s'approprier son savoir. Ça ne garantit rien d'autre que ça. Idée reçue suivante, si ça ne marche pas, c'est que la méthode est mauvaise. Non. Si un truc marche pas, c'est que tu n'as pas encore réussi à adapter la méthode à ta personnalité, plus ton marché, plus ton volume de travail. Tout marche. Toutes les méthodes marchent. La mienne, celle de mes concurrents, celle que vous connaissez pas, celle que moi je connais pas, tout marche. La question, c'est qu'est-ce qui va marcher pour soi, dans son contexte, avec ses heures de travail qu'on a envie de faire, avec son marché, avec son volume, etc. Si je voulais bosser 20 heures par jour, 100% des stratégies marcheraient pour moi. Si je veux bosser 10 heures par jour, il n'y en a plus que 50% qui marchent, et ainsi de suite. Et en fait, l'enjeu, c'est pas de dire « ça marche pas », c'est de trouver ce qui marche pour soi en fonction de ce qu'on a envie de faire. Idée reçue suivante. Quand j'aurai X, quel truc que je veux atteindre, alors je serai heureux. Faux, jamais. Ça, jamais de la terre et de la vie. Tu seras le même toi, avec les mêmes problèmes, le même cerveau, la même anxiété. Et un truc que tu auras réussi à avoir en plus, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a rien sur Terre qui vous donnera le bonheur, si ce n'est vous-même. Et en fait, atteindre un palier de chiffre d'affaires ne vous rendra pas plus heureux. Croyez-moi, ça vous rendra même plutôt plus anxieux. Chaque truc que vous voulez atteindre ou résoudre n'est que un nouveau problème réglé et d'autres qui apparaîtront. C'est pas du tout une condition au bonheur. C'est comme quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur. Là, c'est plus compliqué que ça. C'est que le manque cruel d'argent est un obstacle au bonheur, parce que si vous pouvez pas bouffer, vous loger, etc., c'est un peu compliqué d'être heureux, bien sûr. Mais une fois qu'on a assez d'argent pour subsister, en fait, l'argent n'amène pas le bonheur. Elle amène de la facilité, elle amène aussi des complexités. Et en fait, la question, c'est le bonheur, c'est un millier de choses. L'argent est une d'entre elles, c'est vrai, pas que, et c'est pas le plus important, je dirais même. Mais il n'y a rien que vous allez atteindre dans votre vie, dans votre carrière, dans ce que vous voulez, dans votre entreprise, qui va vous permettre de dire ça y est, j'ai atteint le bonheur. J'ai rien, c'est impossible en fait. Donc plus vite vous comprenez ça, plus c'est facile d'avancer. Je pense que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est une phrase de riche, et qu'on ne peut la comprendre que quand on en a. Donc c'est pour ça que je vous encourage à en avoir. Maintenant, que tout le reste ne fera pas votre bonheur et votre épanouissement non plus, ça vous pouvez le comprendre dès maintenant, et ça va vous faire gagner un peu de temps, je pense. Moi, en tout cas, ça m'a aidé. Idée reçue suivante. Les riches ont une vie plus simple. Oui et non, ils ont des problèmes différents, c'est tout. Une fois que tu as passé le seuil des besoins physiologiques et de sécurité, on parle de la pyramide de Maslow ici, que tu manges à ta faim et que tu as de l'amour autour de toi et un toit sur la tête, tout le reste, c'est juste des problèmes en plus. Choisis tes problèmes. C'est ce que je vous disais au point juste avant. En fait, une fois que je peux manger à ma faim et ma famille aussi, que j'ai un toit sur la tête, que j'ai de l'amour dans ma vie, et que, globalement, j'ai un peu tout ce qui est au niveau animal me permet de subsister dans de bonnes conditions. Tout le reste m'apportera juste des problèmes supplémentaires. Ça peut être des problèmes cool, je peux être content d'avoir ces problèmes, je peux kiffer ces problèmes, je peux les trouver intéressants. Mais dans tous les cas, tout le reste ne m'apportera que des problèmes supplémentaires. Et donc l'enjeu, en fait, c'est de choisir mes problèmes. Quels problèmes je veux régler dans la vie? Et plus je veux d'argent, plus je veux de réussite, plus je veux d'exposition,
plus j'aurai de problèmes. Est-ce que c'est des problèmes que je trouve cool ou pas? C'est ça le plus important à se demander. Idée reçue suivante, plus je paye cher, plus je réussis. Ça, je vous en parlais un peu au début aussi. Non, tu payes plus cher pour avoir accès à de meilleurs experts, mais en soi, tu peux réussir avec un e-book à 10 € et échouer avec un programme à 50 000. Le prix n'a rien à voir là-dedans. C'est ce que je vous disais plus tôt. Vous payez plus cher parce que vous achetez le savoir d'experts plus pointus qui ont plus d'expérience en fait. Et la plupart du temps, plus vous payez cher, plus vous accédez à des experts qui ont de l'expérience et qui vont vous faire gagner des années dans la compréhension de la problématique et dans la compréhension du problème. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir plus vite. Ça veut dire que sur un sujet précis, il y a quelqu'un qui a mis 10 000 heures, 20 000 heures, 30 000 heures de travail et que vous payez pour en avoir le condensé pour pas avoir à y passer 10 ou 20 ans. En fait, c'est exactement ça le sujet. Mais ça ne vous garantit pas la réussite en fait. Ça vous garantit de ne pas avoir à passer 20 ans pour comprendre ce que cette personne a compris. Et c'est merveilleux parce que c'est la recette pour accélérer la plus simple qui existe. Vous payez pour le temps passé des autres. Vous vous rendez compte à quel point ça facilite les choses. Et enfin, idée reçue suivante, l'argent et la réussite rendent heureux. Non, ça rend pas malheureux non plus, cela dit, hein. Mais dès qu'on en a assez pour vivre sereinement, c'est plus du tout un sujet de bonheur, au contraire même. Et j'en parle souvent, et il y a beaucoup de gros entrepreneurs, de gros youtubeurs américains, etc., qui en parlent. Iman Gadzhi en parlait récemment. Et aujourd'hui, il doit faire 50 millions, 100 millions, j'en sais rien, un truc comme ça. Et il disait qu'il était beaucoup plus heureux à moins d'1 million. Il était beaucoup plus heureux quand personne ne le connaissait. Et en fait, il y a un seuil au-delà duquel le bonheur décroît très très vite avec les problèmes qui arrivent. Et il faut continuer seulement si ça nous anime profondément, si on a une raison de le faire. Mais ça va plutôt tendance à nous rendre de plus en plus malheureux, de plus en plus anxieux. Et moi, je le vois avec le développement de Coleman Publishing. Je m'éclate dans mon job, j'adore ce que je fais. Et c'est un jeu auquel je joue et je recommencerai tous les jours de ma vie, même si j'étais pas payé. Mais plus j'avance, plus on a de succès, plus on a de clients, plus nos clients ont de résultats, plus on a d'exposition médiatique, etc., plus j'ai d'anxiété, parce que plus j'ai de problématiques à gérer. Et plus elles deviennent compliquées. Et j'étais globalement plus heureux, et attention, vous allez voir la nuance importante, plus heureux quand j'avais moins. Par contre, je suis plus épanoui par le sentiment d'accomplissement. Donc la question, c'est est-ce que vous optimisez pour la croissance, l'épanouissement, le développement, ou est-ce que vous optimisez pour le bonheur? Si vous optimisez pour le bonheur, un bol de riz dans un champ, vous serez plus heureux qu'avec une boîte qui fait 10 millions. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on optimise? On va passer à la rubrique suivante, jingle. Mais d'abord, il me reste un peu de... Peut-être que je vais me baver dessus. Alors la rubrique suivante, c'est les concepts. Et j'en ai mis ici 4-5 que je vais vous expliquer. Et le premier, c'est un des plus importants, je pense. If it's not a hell yes, it's a no. Si ce n'est pas un oui catégorique, c'est un non. Et c'est un non absolu. Globalement, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Partenariat, vente, recrutement, investissement. Il y a plein de sujets, dans certains cas du moins. Si c'est pas un oui catégorique dans votre tête, ou au moment où vous décidez, vous dites « Ouah, trop bien, trop d'excitation en moi », dans ce cas-là, il vaut mieux dire non. Et en faisant ça, je me tire une balle dans le pied, parce que vous confondez tous l'excitation, la peur, le doute, etc. Donc en fait, j'ai des gens qui vont venir maintenant dire à notre équipe sales « Jérémy, il a dit que si c'était pas un hell yes, c'est un non, et puis moi là, j'hésite. » Non, c'est un hell yes, t'as juste très peur. Fais bien la différence. Le hell yes n'empêche pas d'être terrifié. Vous pouvez avoir super peur, même si c'est un hell yes. Mais vous le savez au fond de vous, si c'en est un, ou pas. Et il faut toujours écouter ses tripes. Sauf quand vos tripes n'ont aucune expérience. En fait, les tripes, le hell yes, l'intuition, c'est ça. L'intuition, c'est votre inconscient, certains diront votre énergie, on s'en fout, c'est un truc en vous qui est capable de percevoir des millions de signaux que votre conscient ne peut pas percevoir, et donc de vous envoyer des signaux sur la décision à prendre. Et en fait, c'est biaisé si vous n'avez aucune expérience. Parce qu'en fait, votre inconscient ne sait pas quoi regarder, et donc il ne sait pas quels signaux vous envoyer. Donc, dans un truc où vous avez de l'expérience, écoutez toujours votre intuition. Dans un truc où vous n'avez aucune expérience, n'écoutez surtout pas votre intuition. Concept suivant. J'ai de plus en plus de mal avec le terme mindset et tout le faux qu'on met derrière, parce que le vrai sujet, c'est celui des croyances, de l'identité et des blocages. Un état d'esprit n'est que la synthèse un peu vulgaire de tout ça. Aujourd'hui, on met beaucoup de trucs derrière mindset. Ouais, c'est parce que t'as un bon mindset, c'est parce que t'as pas un bon mindset. Comment est-ce que je travaille mon mindset? Le problème, c'est que les Français, ils ont utilisé le terme anglais sans comprendre ce qu'il y avait derrière. Mindset, traduction littérale, état d'esprit, ou plutôt configuration d'esprit, on pourrait presque dire. Et en fait, dans configuration d'esprit, il y a mon logiciel interne avec lequel j'analyse le monde. Et dans ce logiciel, donc, il y a mes croyances, ce que je crois possible, ce que je crois vrai, ce que je crois faux. Il y a mon identité, tout ce que je mets derrière je suis. Et il y a mes blocages, tout ce que je pense impossible. Et globalement, le mindset évolue quand l'identité, les croyances et les blocages évoluent. Et en fait, si vous jouez avec votre identité, que vous jouez avec vos blocages, que vous jouez avec vos croyances, vous allez évoluer. Donc on va dire, ouais, t'as un mindset. En fait, on s'en fout. La question, c'est l'identité, c'est qui suis-je? Et avec quel
petit pyjama d'identité, je viens appréhender le monde jour après jour. Moi, il y a plein de trucs où au début je me disais ah non, moi je suis pas comme ça. Ah non, ça je fais pas. Moi j'ai des valeurs. Ça typiquement, c'est un problème d'identité. Je me suis inventé une identité vertueuse pour ne pas me confronter la plupart du temps à un truc qui me faisait peur et pour justifier que ceux qui le faisaient et qui avaient plus de résultats que moi, c'était des méchants. Et moi, si je le fais pas et que j'ai pas de résultats, je suis un gentil. Si je change mon identité, mes croyances, je comprends pourquoi ils font les choses, je peux les faire aussi peut-être à ma manière, donc j'ai les résultats et donc j'arrête de me bullshiter. Et en fait, c'est pas le terme mindset qui est problématique, c'est de pas comprendre ce qu'il y a derrière. Concept suivant, le modèle mental de l'inversion est sûrement la meilleure façon de réussir dans le développement de son activité. Un modèle mental, c'est une façon de prendre un raccourci de pensée pour mieux comprendre. Je caricature un peu, mais c'est en gros c'est ça. Le modèle mental de l'inversion, inverted thinking en anglais je crois, c'est globalement, je veux atteindre un truc, je ne sais pas ce qui marche, mais je peux assez bien identifier ce qui marche pas, et ensuite je fais l'inverse. Je veux perdre 5 kilos, admettons. Je prends toujours l'exemple de la perte de poids qui est facile. Je veux perdre 5 kilos, je sais pas exactement ce qui va marcher, mais qu'est-ce qui va à coup sûr m'empêcher? Rester assis toute la journée, bouffer n'importe quoi, de préférence des trucs salés bien transformés, faire zéro sport, être très stressé, boire beaucoup d'alcool. Ok, le contraire c'est quoi? Ne pas être assis trop longtemps et marcher, faire un peu de sport, avoir une alimentation relativement saine et équilibrée, on n'est pas obligé de devenir un ayatollah de la bouffe, hein. Pas trop d'alcool, pas du tout c'est mieux, et éviter au maximum les sources de stress qui sont génératrices de cortisol et donc de prise de poids. Et voilà, on a un programme pour perdre du poids. Et vous pouvez faire ça avec tout. Vous prenez tout ce qui ne marche pas et vous faites l'exact inverse. Ce sera jamais la façon la plus efficace et la plus saine et la meilleure pour avoir un résultat. Mais en général, c'est la plus rapide avec laquelle vous ferez le moins d'erreurs. Concept suivant, savoir s'entourer des meilleurs. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais plus les entrepreneurs sont avancés, plus ils ont autour d'eux un cercle de gens très pointus dans plein de domaines différents. Moi, j'ai su m'entourer avec les années des meilleurs sur YouTube, des meilleurs sur Instagram, des meilleurs en coaching, des meilleurs en vente, des meilleurs en marketing, des meilleurs en structuration, des meilleurs partout. Et la plupart du temps, j'ai payé pour accéder à ces gens. J'ai payé pour y accéder, j'ai écouté ce qu'ils avaient à dire et j'ai appris d'eux, puis je les ai payés pour venir faire des trucs dans ma boîte et ainsi de suite. Et en fait, l'argent est quand même le moyen le plus simple de payer pour accéder à des gens brillants qui vont vous aider à aller plus vite. S'entourer des meilleurs, c'est un gain de temps stratosphérique. C'est arrêter d'essayer de faire les trucs par soi-même, ça n'a aucun intérêt. Quand on veut le résultat, pas le chemin, ça sert à rien de prendre 10 ans à essayer de trouver la réponse. Autant payer tout de suite. Et en vous posant cette question comme ça, vous saurez très vite où est-ce que c'est le chemin qui est important et où est-ce que c'est la destination. Je te donne un exemple. Bien configurer ma chaîne YouTube, j'en ai rien à foutre de savoir le faire. Ça n'a aucun intérêt. Je paye pour qu'on le fasse. Par contre, je me souviens à l'époque, je voulais aller faire un sommet de 3000 mètres en montagne, et j'ai un mec qui comprend pas mon intérêt pour la montagne, qui me dit on peut se faire drop par l'hélico à 2900 mètres si tu veux. Et on fait les 100 derniers mètres à pied. Et je lui dis mais c'est à chier, ça n'a aucun intérêt. Moi, je veux partir de tout en bas pour arriver tout en haut aussi. Ah, donc en fait, le sommet n'est que la récompense du chemin. C'est le chemin qui compte. En fait, c'est ça. Entourez-vous des meilleurs, payez pour la destination directe et rapide, sauf quand le chemin est important. Et ça amène le point suivant, payez les 10 000 heures de quelqu'un d'autre dès que possible. 10 000 heures, c'est la théorie sur ce qu'il faut pour devenir expert dans le domaine. Vous pouvez passer 10 000 heures, et probablement 10 à 20 ans, minimum. Vous pouvez aujourd'hui payer pour accéder aux 10 000 heures de quelqu'un d'autre. Moi, le marketing sur les réseaux sociaux, et comment développer son activité avec des systèmes simples, etc., ça fait 15 ans que je fais ça, 15-20 ans. À partir de 15-16 ans, je bidouille des trucs. Il n'y avait pas de réseaux sociaux encore à l'époque, c'était encore des blogs à l'époque. Donc ça fait 15-20 ans que je bidouille des trucs. Vous pouvez me payer au travers de mes programmes, de mes masterminds, de mes consultings, etc., pour que je vous condense en 1 heure, ou en 6 mois, hein, peu importe, 20 ans de ce que j'ai appris, en vous donnant seulement ce qui est important pour vous. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et ça, c'est le raccourci ultime. Point suivant. Pourquoi savoir vendre un produit à 5K est le socle de tout ce que vous allez construire ensuite. L'enjeu est la rentabilité de chaque personne de l'audience. Plus vous savez rentabiliser un lead qualifié, donc une personne qui vous suit et qui est qualitative et qui est qualifiée, plus vous êtes en capacité ensuite de dépenser plus pour vous faire connaître et vous faire voir par les bonnes personnes. En commençant par la vente et par l'offre et par une toute petite audience, une poignée de personnes que vous essayez de satisfaire, vous pouvez ensuite beaucoup plus facilement investir pour grandir votre audience. La plupart des gens qui commencent par l'audience ne savent pas monétiser, donc se retrouvent avec plein de gens inutiles qui les suivent pour rien et donc ne peuvent pas dépenser plus pour acquérir les bonnes personnes. Aujourd'hui, je suis en capacité de me payer les studios de podcast les plus chers de France, de travailler avec les meilleurs experts YouTube, Instagram, etc. parce que j'ai commencé par l'offre, par la vente, par le système et ma capacité à rentabiliser cette audience qualifiée avec une offre adaptée. Et donc aujourd'hui, je peux aller dans l'autre sens et être de plus en plus connu. Si vous avez commencé par essayer d'être connu, vous allez vous retrouver à devoir monétiser cette audience et à pas savoir comment faire. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile. C'est la fin de la partie concept et donc jingle. Et la partie suivante, mais d'abord, vous connaissez la traditionnelle petite gorgée de café, sinon je ne survis pas.
La rubrique suivante est la rubrique test. On est sur le point de se faire accompagner par des Américains sur un sujet pourtant très 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 français. J'ai aucune idée si ça va marcher, mais on va vite voir si les grands principes peuvent survoler la différence de culture ou non. On est assez frileux au début, mais c'est sur un enjeu de publicité qu'on n'arrive pas à résoudre et qui nous empêche en fait de scaler et d'aller plus loin nous avec notre activité. Donc on a pris les meilleurs aux États-Unis, on a mis 15 000 euros sur la table pour un consulting avec eux au début de l'été et on va voir ce que ça va donner. Globalement, c'est toujours difficile ce genre de test parce que faut faire un acte de foi, un saut dans l'inconnu et essayer. Essayer en dépassant ses peurs, ses appréhensions et tous les trucs qui te disent ça va peut-être pas marcher. Si je vous demande toute l'année de le faire avec nous, et de faire cet acte de foi avec nous, ce saut dans l'inconnu et de nous faire confiance, c'est normal que je le fasse aussi, que je sois là pour vous montrer l'exemple. Je crois, et le mot croire est très important ici parce qu'en fait j'en sais rien, je crois que ça marchera pas mieux que ce qu'on a essayé avec des experts français. Mais je vais tout faire pour avoir tort, je vais tout faire pour être l'exception qui confirme la règle et pour être, comme je vous l'expliquais en début de cet épisode, le meilleur de leurs élèves, leur meilleur cas pratique, etc. Aujourd'hui, mon feeling me dit que ça pourrait ne pas marcher. Mais c'est pas grave, je teste, je tente, et comme ça je n'ai aucun regret. Je vous en dis plus dans le prochain épisode qui sortira entre août et septembre, on devait avoir un peu plus de recul sur le sujet, mais ça reboucle aussi avec ce que je vous dis toujours, c'est que le début de l'été est un très bon moment pour investir sur soi et sur son entreprise, parce qu'on a le temps de se poser sur les gros sujets, parce qu'on peut faire des mois records malgré tout en été, c'est juste que ça se fait de façon un peu différente, nous on est en train de faire des lives avec nos clients sur ces sujets-là. Bref, on passe à la rubrique suivante, jingle. Et la rubrique suivante, c'est mes prédictions. Alors je vais vous lire un petit truc que j'ai écrit et puis ensuite on en discutera ensemble. Je vois un marché de l'accompagnement qui se stabilise. Le marché s'est divisé en 3 branches globalement. Les jeunes loups, jeunes riches qui s'adressent aux jeunes pauvres, ils sont millionnaires, ils partent à Dubaï. On les connaît tous. Attention, dans ce que j'ai décrit là, je décris ce que j'observe, c'est-à-dire c'est pas un jugement de valeur. Je dis pas que eux sont mauvais, que d'autres sont gentils. Je m'en fous en fait, hein. C'est juste une observation relativement froide de à quoi ressemble l'écosystème. De l'autre côté, en deuxième truc, on a ce que j'appelle les vieux sages avec des très 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 gros guillemets, hein, c'est le positionnement. Souvent en France, qui ont un discours qui s'adresse plutôt aux 30-50 ans avec des familles, c'est mon cas. Hein. Et derrière, il y a tous les organismes de formation qui travaillent avec l'administration française. Donc on a donc les jeunes riches qui s'adressent aux jeunes pauvres, on a en gros les vieux sages made in France, un peu comme moi, et derrière on a tous les gros organismes de formation. Globalement, on a un marché qui trouve sa place, qui trouve ses acteurs, et qui va voir émerger de plus en plus de leaders stables, qui seront là pour durer et pas faire un braquage et disparaître. Je suis très content de voir ça, parce que j'adore opérer sur des marchés plus calme. C'est là que je suis le plus fort en regardant loin devant au lieu d'essayer de courir plus vite que tout le monde. Je pense que le marché bougera à nouveau avec la prochaine génération d'IA générative qui changeront la donne sur la création de contenu. C'est dur à dire. Encore que. Alors globalement, je pense que le marché va rebouger très vite, très fort au moment où je pourrais uploader 5 heures de Jérémy dans une intelligence artificielle et que ça pourra me créer du contenu à l'infini, mais avec la vraie qualité. Aujourd'hui, on peut déjà le faire, mais c'est pas si simple, c'est pas tout à fait bien, c'est pas machin, c'est pas truc. Il y a encore beaucoup de barrières à l'entrée, on peut le faire, on le voit de plus en plus dans des publicités, mais de là à faire un podcast d'1 heure et demie dessus, sachant qu'avec l'intelligence artificielle, plus vous augmentez la durée, plus vous augmentez le pourcentage d'erreurs, on n'y est pas encore. Mais on va y venir, je pense, hein, et là, ça va changer profondément la donne, puisque c'est plus ceux qui seront forts en contenu, à savoir en tournage, en prestance, etc., qui seront bien, mais ceux qui arrivent à amener les meilleures idées, les meilleurs concepts. Moi, ça m'arrange aussi, j'aime bien bosser sur des trucs un peu longs comme ça. Donc, globalement, le marché aujourd'hui, c'est des 18-30 ans riches et bling bling qui s'adressent à des 15-25 ans pauvres qui voudraient du bling bling. C'est des 30-50 ans qui veulent développer des entreprises en France, famille, nature et découverte, là, tout ça. C'est les profils comme moi, en fait. Hein. Moi, la Lambo Orange à Dubaï, ça me fait pas tellement kiffer. Encore une fois, je les juge pas. Hein. Et d'ailleurs, je connais plein d'entrepreneurs à Dubaï que j'adore, que je trouve brillants et qui j'échange régulièrement, etc. Juste, on n'a pas le même mode de vie, donc on s'adresse pas aux mêmes personnes. Et après, il y a tous les gros organismes de formation, devenez copywriter, devenez sales, devenez machin, devenez truc. Et ça prend aussi une grosse partie du marché. Ils se concentrent sur la compétence métier, ils sont sur du business opportunity mass market. Globalement, pour moi, le marché est en train de prendre ces 3 trucs-là. Et dans ces 3 trucs-là, à l'intérieur, on a encore ceux qui sont plus énergétiques, ceux qui sont plus mathématiques, ceux qui sont plus contenus, ceux qui sont plus machin, etc. Donc je vois vraiment un marché qui se stabilise autour de ces 3 types d'acteurs et c'est très intéressant et je vais continuer à le suivre parce que je pense que ça va s'amplifier. Et on passe à la rubrique suivante qui est la rubrique conseil, jingle. Mais d'abord, c'est dur de parler longtemps parce qu'on a la bouche qui... Ce bruit aussi était dégueulasse, non? Vous me direz. Conseil numéro 1, au début, quand tu recrutes tes premiers freelances, tu achètes du temps et de l'énergie. En gros, tu achètes du temps et de l'énergie que toi, tu n'as plus à déployer. Plus tu avances, plus tu payes de l'expérience et des gens qui vont venir dans ton entreprise pour te dire quoi faire. Globalement, le premier freelance, vous lui dites appuie sur ces boutons et suis cette liste de tâches. Un peu plus loin,
Vous lui dites « Je veux que tu arrives avec ce résultat de cette façon, amuse-toi bien ». Ensuite, c'est « Je veux que tu arrives à ce résultat, trouve la bonne façon ». Et à la fin, et moi c'est mon cas aujourd'hui, je paye des gens qui me disent quel type de résultat je dois vouloir, comment est-ce que je vais les atteindre et qu'est-ce qu'on va mettre en place ensemble pour y arriver. C'est le cheminement normal de la délégation. Sur les gros sujets de délégation, allez voir ce que fait Laura Mabi, qui fait des trucs très très bien avec son programme Systemize notamment, que je vous recommande très très fort. Elle est très très calé sur ça, sur la structuration d'entreprise, la délégation et tout, c'est hyper intéressant. Conseil suivant, beaucoup de gens essayent de prouver que ça ne va pas marcher pour eux. Imaginez s'ils mettaient la même volonté à se prouver que ça va marcher. Les méthodes que la plupart des gens vous donnent marchent pour les autres et ont marché pour des millions de personnes comme vous et avant vous. Pourquoi pas vous? Parce que vous voulez avoir raison et rester dans votre statut de victime pour qui ça ne marche pas. Changez d'identité. Est-ce que vraiment j'ai besoin de détailler ce point? Est-ce que vraiment on doit en dire quelque chose? Est-ce que vraiment on n'est pas tous d'accord avec ça? Il y a énormément de gens pour qui l'identité c'est et voilà, ça marche pas, je le savais, encore une fois on m'a trahi, on m'a menti. Mais en fait si tu mettais la même énergie à faire marcher les choses plutôt qu'à expliquer à tout le monde que ça ne marche pas, tu aurais des résultats depuis longtemps. Conseil suivant, le futur sera le combo organique, donc les contenus YouTube, Instagram, LinkedIn, etc. Organique c'est ce qui s'oppose à publicité en fait. Organique plus ads, donc plus publicité. Ceux qui maîtrisent les deux et ça va investir dans les deux vont dominer le marché. Les ads c'est de l'essence sur un départ de feu. Ça a fait une explosion merveilleuse, mais ça crame très vite. L'organique, ça met 6, 12, 18 mois à commencer à s'allumer, mais une fois que ça brûle longtemps. Imaginez si vous avez la stabilité de l'organique avec l'explosion des ads, ce que ça donne, et si vous savez investir dans les deux intelligemment. Je vous laisse méditer là-dessus. Conseil suivant, ne partez jamais de votre pays juste pour une histoire de fiscalité. Ce que vous allez trouver de l'autre côté sera forcément décevant. Vous pouvez partir pour plusieurs raisons, dont la raison fiscale. Mais la vraie bonne raison de partir ou de rester, c'est comment vous vous sentez là où vous vivez. Vous savez que j'ai toujours été partisan de « ouais, moi je suis en France, je reste en France, etc. » Avec la direction que ça prend, je sais pas si ce sera toujours le cas demain. Je veux pas non plus chercher un pays avec zéro impôt, ça m'intéresse pas. Et puis les pays où il fait 50 degrés, là merci mais non merci. Je supporte pas la chaleur de toute façon. Donc je risque de me retrouver dans un pays qui va être ressemblant à la France, avec quasiment autant d'impôts, encore plus cher, enfin bref. Je vous passe les détails. Le jour où je décide de déclencher, vous le saurez de toute façon. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Pour l'instant, on est encore en France et on bouge pas. Mais globalement, pour avoir expérimenté de partir pour les impôts et d'aller dans un pays zéro impôt, c'était la Géorgie en l'occurrence, parce que j'ai vécu à Tbilissi, je suis revenu au bout de 4-5 mois, je crois, en mode au secours, rentrer à la maison. Partir juste pour la fiscalité, c'est souvent une mauvaise raison de partir. Partir pour d'autres raisons et avoir la fiscalité en bonus, c'est souvent une bien meilleure raison. Mais encore une fois, globalement, c'est comment vous sentez dans le pays où vous êtes ou dans le pays où vous voulez aller, c'est ça qui est plus important que tout le reste. Si vous estimez que vous êtes maltraité en France et que vous n'y êtes plus heureux, partez à toute vitesse. Si vous estimez que globalement vous n'êtes pas si mal en France, c'est juste que ça fait chier de payer autant d'impôts, gagnez plus d'argent. Soit tu es entrepreneur, soit tu es un artiste. Si tu es entrepreneur, tu te concentres sur apprendre à faire pousser l'arbre à argent et générer des revenus, et tu recrutes des artistes dans ta boîte pour chouchouter tes clients et amener de l'impact. Si tu es l'artiste, tu es passionné par ton métier, mais pas par le cash de l'entrepreneuriat de manière générale, alors tu crées assez de ressources pour donner ton art à des entrepreneurs qui vont packager ça en arbre à argent. Les deux sont bien, mais tu dois en choisir un pour avancer, et l'un ne te dispensera jamais de mettre le nez dans l'autre de temps en temps. Alors, l'arbre à argent, c'est une blague d'une de mes dernières vidéos YouTube qui disait que globalement on pense que l'argent ne pousse pas sur les arbres, et je disais c'est parce que tu ne sais pas comment planter le bon arbre à argent, l'argent pousse sur les arbres. Donc cette blague va revenir souvent, où je vais vous expliquer qu'il faut savoir faire pousser l'arbre à argent, et globalement c'est développer des compétences de l'audience, de l'environnement, de l'identité et le bon network pour être capable de générer des revenus à la demande en fonction de ce qu'on aime et de ce qu'on sait faire. C'est ça pour moi l'arbre à argent, ça reste aussi simple que ça. Ça veut pas dire faire des milliards, ça veut juste dire je suis en capacité de fabriquer des revenus dès que j'en ai besoin. Globalement, il y a deux types d'entrepreneurs aujourd'hui. Il y a les artistes et il y a les vrais entrepreneurs. Attention à pas tomber dans le sophisme du vrai écossais. Vous pourrez le taper sur Wikipédia, c'est très bien expliqué. C'est pas pour niveler, il n'y a pas un bon et un mauvais en fait. C'est juste différent. L'artiste, c'est j'ai cette compétence métier que j'adore, il faut que je m'entoure de marketeurs, de structures, d'entrepreneurs, etc. pour transformer ma compétence métier en arbre à argent. L'entrepreneur, c'est je sais faire de l'arbre à argent, mais la compétence métier, je m'en fous. Donc il faut que je recrute des personnes pour délivrer à ma place. Il y en a un qui va recruter des coachs, des customer care, des chefs de produits, etc. L'autre va recruter des OBM, des marketeurs et des sales. Choisissez dans lequel vous voulez être. Les deux sont très bien, les deux peuvent vous amener tout aussi loin. C'est simplement pas le même chemin en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous voulez déléguer. Conseil suivant, investir sur soi encore et encore et encore pour devenir non pas une personne qui a, mais une personne qui sait créer quand elle en a besoin. C'est ça le vrai secret de l'abondance financière, savoir obtenir quand tu veux. Le reste du temps, tu t'en fous de ne pas en avoir. Alors,
Est-ce que, quand vous n'avez rien à visser dans votre maison, vous faites une crise d'angoisse parce que vous n'avez pas de tournevis ou que vous ne savez pas où vous l'avez rangé? Non. Pourquoi? Pour une très simple raison, c'est que si vous avez besoin d'un tournevis, vous savez où trouver un tournevis. Le fait d'avoir ou de ne pas avoir de l'argent n'est pas important. Ce qui est important, c'est la croyance que vous êtes capable d'en générer le moment où vous en aurez besoin. Et c'est ça le concept de l'arbre à argent dont je parle souvent et qui me fait beaucoup rire. Et en fait, investir sur soi, c'est développer ses compétences, son audience et son réseau pour être capable de faire pousser l'arbre à argent quand vous en avez besoin. Et c'est ça, l'abondance financière. Moins il y a de friction dans ce que vous faites, plus ça marche. Pour ça qu'on a fait le One Place Funnel et que je fais des vidéos faciles à produire pour moi. Alors, vous voyez là, on a un nouveau setup de vidéo qui me suit en plus, je trouve ça très rigolo. C'est parce que ces vidéos-là, elles sont longues, elles doivent me demander le moins de friction possible. Globalement, plus il y a de friction, moins vous tenez sur la durée, moins vous tenez sur la durée, moins vous aurez de résultats. Donc ce qu'il faut, c'est trouver les façons de faire qui ont le moins de friction possible. Dernier conseil de cette rubrique, si vous voulez juste faire votre métier, faites juste votre métier. Si vous voulez être entrepreneur et gagner de l'argent, vous devez développer la compétence de fabriquer de l'argent avec vos compétences. Et votre métier, et c'est très différent. D'un côté, il y a je veux juste faire mon job et gagner 3-4 000 balles par mois et foutez-moi la paix. De l'autre côté, j'apprends à faire pousser l'arbre à argent qui m'amènera bien plus loin, mais c'est plus difficile. Choisissez où vous voulez aller. Fin de cette rubrique. Jingle. La rubrique suivante, elle va être assez courte, c'est analyse d'un truc. J'ai pris la décision de me faire plus discret pour les talks, les masterminds, les podcasts pour la deuxième moitié de l'année. Et je vous expliquerai dans tous les cas le détail de ce que ça a donné et on pourra l'analyser ensemble dans 6 mois. Mais c'est surtout que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moins présent pour ma femme, pour mon fils ces derniers mois, parce que j'ai couru les masterminds, parce que j'ai couru les talks, parce que j'ai couru les interviews, les podcasts, les machins, les trucs dans toute l'Europe. Et que même si j'adore le faire, c'est pas nécessaire au développement de mon activité. Et donc il commence à y avoir un downside trop important au fait de passer autant de temps à faire ça, plutôt que de passer du temps avec ma famille. Donc j'ai décidé de dire non à tout ce qui se passera en deuxième moitié d'année, passer plus de temps avec ma famille, voir si ça a de l'impact sur mon business ou pas, et ensuite je prendrai une décision sur la suite de tout ça. Voilà, c'est là tout pour cette partie-là. On va passer à la partie que vous préférez, c'est celle que vous attendez dans tout le podcast, je le sais. C'est les chiffres du moment et les news, jingle, et pas de petite gorgée parce que je viens d'en boire une. Alors, je vais vous lire globalement un peu tout ce merdier. On a passé le 1 million de chiffre d'affaires encaissé depuis le début de l'année, donc d'ici juillet, j'avais écrit ça en juin. Donc d'ici juillet, on devrait atteindre notre CA de l'année dernière, ce qui est plutôt encourageant et agréable pour la suite. On se maintient aussi sur nos marges, même si elles sont en légère progression. C'est effectivement le cas. Au moment où j'enregistre, on est le 16 juillet et on a effectivement dépassé notre chiffre d'affaires de l'année dernière, ce qui est quand même plutôt très très cool. Notre NPS, donc Net Promoter Score, score de recommandation si vous préférez, a un peu chuté et c'est normal avec le volume. Maintenant, on prend les dispositions pour le remonter vite. Ça passe notamment par des recrutements et faire plus attention au casting de clients. Là, on a mis un gros point de focus sur le mois de juin-juillet, sur des recrutements de coachs, de customer care, etc. pour remonter la qualité de l'accompagnement qui, de mon point de vue, pour des gens très autonomes, était largement suffisant, était encore très bien. Mais en fait, on était un peu à la traîne sur les gens moins autonomes et donc on a rectifié le tir. Donc là, maintenant, c'est bon, ça va très bien se passer à nouveau. On a recruté 2 nouveaux coachs, un responsable SAV et 2 personnes au social media, plus un sales depuis le dernier épisode. On a une croissance assez rapide, donc on doit aussi se staffer. C'est la partie que j'aime le moins parce qu'il faut tout structurer très vite, recruter énormément, c'est très fatigant. Mais on est plutôt très content de tout ça. On a plusieurs millions d'impressions sur tous les réseaux sociaux confondus le mois dernier, et là aussi, on sent un vrai gros level up sur la stratégie organique. Mais aussi sur les ads grâce aux nouvelles personnes qui sont dans l'équipe. On se maintient autour de 200 000 euros encaissés par mois et on va voir si on passe un nouveau record à 300 sous peu. C'était l'objectif pour cette année. A priori, on est en train de l'approcher. Le dernier record sur un mois complet a été au mois de juin où on a encaissé 240 000 euros de chiffre d'affaires et en juillet, on a battu un autre record. C'est celui du chiffre d'affaires sur 30 jours roulants. Donc c'est pas un mois complet. Je crois que ça devait coïncider près du 15 juin, 15 juillet, un truc comme ça. Avec 298 092,26 euros encaissés. C'est quand même assez foufou. On est 25 dans l'équipe actuellement. Ça commence à faire du monde à table et on sera probablement une trentaine d'ici la fin d'année. À côté de ça, on lance une branche professionnelle et on passe DEA. Donc DEA, c'est donner envie d'acheter en evergreen à la rentrée, avec pour objectif d'amener cette branche de Coleman Publishing qu'on fait en partenariat avec Rachid Abgal, notre chef des ventes, à 100K par mois dans les 12 prochains mois et de devenir leader français sur la formation vente, mais avec nos méthodes et notre patte. Je peux encore prendre 2 clients en one-one sur tout 2024, à moins que celui que j'ai actuellement continue. Dans ce cas, ce sera un seulement. Si en écoutant ça, ça vous parle, mes DM sont ouverts sur ce sujet. Je vous dirai si vous avez le bon profil. De toute façon, je coûte une couille et ça filtre bien. Et on va passer maintenant aux questions du public. Jingle.
Comment gères-tu ton temps? Je vois bien que la boîte grossit et plus je dois changer mon organisation, plus de mails, de clients, de process, de sujets à traiter, de pression. J'ai en référence Human Machine. Human Machine, c'est un livre de Jean de la Rochebrochard qui est très très bien et que je vous recommande sur l'organisation personnelle d'ailleurs. Et l'autre question qui en découle, c'est comment tu gères ta posture. Tu en avais déjà un peu parlé. De mon côté, je commence à percevoir que ma boîte est une entité à part entière. L'entreprise n'est pas son fondateur, ce sont deux choses séparées. Comment tu as fait pour dissocier les deux? Pas facile quand on est un fondateur. Quelles sont les étapes? Alors, mon organisation personnelle. Globalement, et je vous conseille de lire Buy Back Your Time de Dan Martel sur ce sujet-là, qui explique qu'au début, en tant que CEO, vous avez toutes les casquettes sur la tête. Et votre job, au fur et à mesure de votre croissance, c'est d'enlever le plus de casquettes possible pour garder seulement celles que vous aimez et celles qui sont nécessaires pour vous. Donc, on ne délègue pas pour faire croître son entreprise, on délègue pour gagner du temps, pour que nous, on puisse continuer à faire croître notre entreprise. À partir de là, chaque tâche que je comprends, dont j'ai mesuré les tenants et aboutissants et sur lesquels je suis capable de faire un process pour qu'elle soit exécutée correctement, je la délègue. Et donc en fait, là dans ce que tu décris, les mails, j'en fais quasiment plus. Nos clients, j'interviens mais c'est pas moi qui m'occupe de au quotidien. Les process, je m'en occupe plus. Les sujets à traiter, j'en ai quasiment plus. La pression, méditation, psy, coach, sport, tout ce que tu veux, mais en fait t'en auras de plus en plus et c'est normal. Et globalement, c'est comment est-ce que je me structure. Nous, on apprend à nos clients à le faire dans le Mastermind Fast and Slow. Comment est-ce que je me structure pour pouvoir continuer cette croissance dans de bonnes conditions et garder ce que j'aime, etc. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé en termes de posture et de réflexion, c'est de me voir non plus comme la main-d'œuvre et la force de travail de mon entreprise, mais comme un investisseur. Je suis un investisseur dans Coleman Publishing. Donc, en tant qu'investisseur, je mets à disposition des ressources, je fais des recrutements, je crée des process, je travaille sur des systèmes, je travaille sur des contenus qui vont durer. Mais en fait, si une tâche doit être exécutée dans l'entreprise, que cette tâche n'a pas une grande valeur ajoutée à long terme et qu'il va falloir la réexécuter demain, ce n'est pas à moi de le faire. Donc en fait, j'ai des personnes qui font cette tâche-là et dont c'est le métier. En fait, il faut différencier. Ça, c'est Gérald Faure qui en parle souvent et vous pouvez aller le voir pour ça. Les tâches de run et les tâches de build. Run, c'est l'opérationnel courant. Onboarder un client, répondre aux emails, coacher les clients. Ça, c'est des tâches de run. C'est des tâches qu'il y en a toute l'année. Et les tâches de build, c'est par exemple, là, je suis en train, en créant ce contenu qui va durer, de faire une tâche de build. Moi, je m'occupe des tâches de build, je paye des gens et je forme des gens et j'ai une équipe extraordinaire qui sont là pour s'occuper des tâches de run. Et en fait, moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est quand je pars en vacances et que par exemple, je suis joignable sur WhatsApp 1 heure par jour. Point. Et ce que mon équipe me demande et ce que je fais dans ces moments-là, c'est vraiment le rôle du CEO, le rôle de l'investisseur. Le rôle du CEO, c'est de prendre des décisions. Le rôle du CEO, c'est de former, de coacher, d'aider ses équipes, de recruter, d'allouer des ressources. Le rôle du CEO, c'est le rôle de représentation publique, comme ce que je suis en train de faire avec cette vidéo. À partir de là, mon rôle, c'est de faire plus que ça. Si j'ai des obligations de faire encore d'autres choses, c'est ces choses-là que je vais devoir déléguer petit à petit. Et globalement, avoir un petit projet à côté du sien qui prend pas de temps, pas de focus, pas d'énergie, et donc se rendre compte qu'on est à la tête de deux projets, par exemple, ça peut aider, même si ça peut être souvent un gros défocus, donc faites attention à ça. Mais globalement, votre posture va changer quand vous allez commencer à avoir une équipe, en fait. Même si c'est juste 2-3 personnes au début, hein. Plus vous aurez de gens à qui vous dites quoi faire, plus vous allez vous séparer de votre entreprise. Et en fait, mon entreprise peut être dans la merde et je peux être heureux. Je peux faire des chiffres stratosphériques et être malheureux. Il y a des fois je suis en bonne santé, des fois je suis en mauvaise santé, des fois plein de trucs différents. Ça n'a rien à voir. Et après moi, le fait d'avoir un enfant, ça a aussi mis pas mal de plomb dans le crâne. Parce qu'en fait, je gère mes merdes pleines d'ego toute la journée au sein de mon business. Et en fait, à la fin de la journée, je m'assois avec mon fils, il sourit, il bouffe sa banane, il me vomit dessus. Et puis je me rends compte que tout le reste, c'est pas si important que ça, en fait. Et que je suis pas chirurgien thoracique, je sauve pas des vies, je suis en train de monter une entreprise de coaching. Super. Bon. J'adore ce que je fais, hein, et j'estime que ça a de l'impact et que on doit quand même changer 2-3 vies dans le lot, etc. Mais enfin, tranquille, on n'est pas chirurgien. Donc ce qu'on fait, c'est pas le plus important. Voilà, j'espère que ça répond à tes questions. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, envoyez-moi un message sur Instagram, taguez-moi en story, etc. Si vous l'avez trouvé intéressant, s'il y a des citations que vous avez retenues, s'il y a quelque chose qui vous a aidé, n'importe quoi, ce que vous voulez. Moi, ça m'aide à savoir, en fait. J'ai pas tellement de retour direct sur ces épisodes-là, donc n'hésitez pas à me DM, à me taguer, etc. Que je me rende compte si ça vous plaît et si je dois les continuer. Si vous êtes sur YouTube, like, commentaire, abonnement, tout ça, vous connaissez la chanson. Si vous écoutez ça en podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et de partager ça, etc. Encore une fois, ces algorithmes-là, ils nous aident, nous, à savoir ce que vous voulez aussi et à nous faire découvrir à plus de gens et donc à pouvoir mettre plus de budget pour faire des meilleurs prods, etc., etc. Donc on compte sur vous. Le prochain épisode sera sûrement dans 1 mois ou 2 mois ou j'en sais rien, quand est-ce que j'aurai le temps et que j'aurai l'énergie pour le faire. En attendant, on a déjà un épisode là qui est pas mal du tout. Sur ce, c'est fini pour aujourd'hui. Hop, avec la petite bibliothèque derrière, avec les petites peluches et mon bordel de l'autre côté. J'espère qu'on l'a pas trop vu à l'écran et je vous dis maintenant à très bientôt. Bye bye.